Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski pour le 50e épisode. Et pour les gens qui ne savent pas, à Rimouski, il y a 48 935 habitants, mais il y a surtout Marie-Ève Albert qui réside là-bas. Et on part très fort. Vous le voyez dans l'écran. On a la chance d'avoir Caroline Vert qui s'est rendue disponible malgré qu'elle est à quelques jours de son combat. Et là, Caroline, il faut que je te le dise, OK? Quand vous avez changé la date du combat, moi, j'étais très content. J'étais la seule personne contente qui a changé la date. Je vais te dire pourquoi. Je suis né le 10 février 1982. Et moi, j'ai tout. Là. Dans la vie, j'ai tout ce que je veux. OK? J'ai un PlayStation, j'ai un Xbox, j'ai des cravates, j'ai des pantoufles. Le seul cadeau que je veux le 10 février, je veux pas de carte cadeau, je veux pas de chandail, je veux que tu ramènes la ceinture au Québec. C'est mon cadeau d'anniversaire. Tu as zéro pression. C'est toi qui vas décider si j'ai un anniversaire joyeux ou pas. J'attends mon cadeau. Moi, je pense que Caro, elle sait qu'on va la ramener, la ceinture. Là. Ah, moi, je suis certain. Caro, comment tu vois ça, ce combat-là contre Delphine Person? Parce que je suis certain que tu affrontes aussi quelqu'un que Person, elle a fait des combats incroyables. Et là, maintenant, c'est à ton tour d'être rendu là. Comment tu vois ton duel contre Delphine Person en championnat du monde dans 9 jours? Écoute, j'ai vraiment très hâte. Delphine Person, tout le monde la connaît. C'est une boxeuse d'expérience, ancienne championne du monde, qui a marqué la boxe féminine. Moi, je me souviendrai toujours de son combat. En fait, la première fois que je l'ai vue, c'était contre Katie Taylor en 2019. Puis, je me souviendrai toujours d'avoir été impressionnée. À ce moment-là, j'étais encore amateur. Puis, je me demandais, est-ce que je tente pro? Puis là, je regarde ce combat-là, puis je me dis, wow, quelle bagarre! Je sais pas si ça me tente de tourner pro. C'est vraiment, ça va fort, ça y va fort. Le niveau était déjà super bon. Puis c'était la première fois donc, que je la voyais, puis je me dis, wow, quelle boxeuse! Et aujourd'hui, je me bats contre elle. Donc c'est tout un honneur pour moi en même temps de l'affronter. Puis bien entendu, je me sens une boxeuse beaucoup plus mature, puis qui s'est très bien installée dans son style de boxe pro. Donc, comment je vois ce combat-là, ça va être vraiment... c'est un combat 50-50, c'est parce que on est deux bonnes boxeuses, puis on sait à quoi s'attendre avec Delphine. Après, je pense que les gens, ils ne savent pas exactement qu'est-ce que je vais faire, quelle va être la solution contre elle. Donc, c'est ça qui est intriguant. Puis, voilà, il a fallu que je me prépare super bien pour elle, spécifiquement pour elle, parce qu'à ce niveau-là, on laisserait au hasard.
La marge est vraiment fine. Puis, je pense que c'est vraiment les détails qui comptent. Donc, on s'est super bien préparé en fonction de son style. Tu as fait du sparring, tu as fait un camp d'entraînement, dans le fond, vraiment focalisé sur comment battre cette fille-là. Tu es allé chercher des partenaires de sparring, tu as sparé des garçons aussi dans ce camp-là. Dis-moi, il y a toujours quelqu'un qui va ramener le fait que Delphine a comme 50 combats là, chez les pros, puis qu'elle a plus d'expérience que toi, pareil. Même si tu as été chez des amateurs, ils vont toujours ramener ça. Toi, tu réponds quoi à ça? C'est-tu vrai, premièrement, qu'elle a plus d'expérience que toi? Puis... Ben ça, bien sûr, oui, elle en a plus. Elle a une cinquantaine de combats, j'en ai seulement 10 pro. Mais il ne faut pas oublier que j'ai quand même toute mon expérience amateur, 15 années d'expérience. Où est-ce que je me suis battue durant l'âge d'or de ma catégorie? J'ai affronté vraiment toutes les meilleures qui sont maintenant pro et qui sont devenues championnes du monde, notamment Katie Taylor, Béatrice Ferreira, Michaela Mayer. Donc ça, c'est quand même... on peut compter ces rondes-là. Si j'ai 150 combats, c'est à peu près le même nombre de rondes que ce qu'elle a fait en boxe pro. Donc, je suis montée aussi souvent dans le ring, on va dire, où j'ai eu autant de rondes. Puis, c'est des combats avec lesquels j'ai eu beaucoup d'adversité, puis que j'ai appris énormément. Et bien entendu, j'ai aussi mes combats pro où est-ce que j'ai eu une très bonne progression. Je suis vraiment très contente de ma dernière année avec Salita. Puis les adversaires que j'ai eus en face de moi, je sens que ça m'a amené exactement à ce moment-là. C'est le bon moment pour moi pour prendre un combat de championnat du monde. Puis ça m'a permis de prendre confiance en mes habiletés en tant que pro, mais avec ma nouvelle équipe, on a travaillé dans le gym. Donc, je pense que franchement, là, tout arrive au bon moment. Tu as une relation spéciale aussi avec ton promoteur parce qu'on dirait que c'est un match parfait. Tu sais, avec Dimitri Salita, là, il a vraiment travaillé fort pour aller chercher ce combat-là pour toi, puis de l'amener aux États-Unis, qui est comme, je sais que c'est pas la maison telle qu'on la connaît, parce que la maison, c'est le Québec, mais c'est dans le fond pour qu'il puisse présenter ça chez lui, tu sais, dans le fond, au Michigan. Comment ça s'est fait, ce match-là, avec Dimitri? Parce que ça a été un long processus, hein? Tu sais, il s'est passé plein d'affaires depuis tes débuts pro, toi. Puis tu as pris des décisions crunchy à un moment donné qui t'ont amené à d'autres places puis qui t'ont fait prendre plus d'outils. Mais Dimitri, puis toi, comment ça s'est fait, ce match-là? Ça a été très long. En fait, Katia l'avait approché en 2024, chercher un promoteur. J'étais à Las Vegas à ce moment-là. Elle essayait de me placer sur des cartes, dont celle de Salita. Mais Salita, il ne me connaissait pas. Même si j'avais une belle fiche, il ne m'avait jamais vue. Donc, c'était même compliqué, même en achetant des spots, c'était compliqué d'obtenir un oui. Donc, voilà, ce qui est arrivé, c'est que Katia a créé un beau réseau de contacts. Elle a pu rencontrer Marc Tafet. Donc, elle a fait la connaissance de Marc Tafet. Puis, c'est comme ça un petit peu, Marc Tafet, il travaille avec Dimitri Salita. Et donc, c'est grâce à ça que finalement, j'ai pu avoir un spot sur sa carte à la fin de cette année-là. Et j'ai fait mes preuves. J'ai impressionné Dimitri. Et c'est par la suite que j'ai pu signer avec lui. Donc, ça a été comme ça que ça s'est fait. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir un promoteur il a déjà été lui-même un boxeur. Donc, il sait c'est quoi la réalité d'un boxeur, l'état mental du boxeur. Puis, il croit autant la boxe féminine que la boxe masculine, excuse-moi. C'est vrai qu'il a signé beaucoup de filles dernièrement, puis il serait même capable, s'il voulait faire une carte 100% féminine, il y a assez de filles pour faire ça. Donc, dans le fond, c'est passé d'être non connu, Dimitri, à co-main event en championnat du monde. En très, très court laps de temps. Là. C'est quand même pas pire, Caro. Là. Ouais, je suis vraiment contente parce que ça a été dur de revenir aussi d'une défaite. Puis finalement, les 3 autres combats que j'ai eus, chaque fois, c'était pour une ceinture. C'était des 10 rondes. Il y en a eu un de 10 rondes, mais c'était pour une ceinture aussi. Puis j'ai vraiment fait mes preuves à ce moment-là. Puis Dimitri était toujours très satisfait. Mon dernier combat, c'était un éliminatoire. Donc, j'étais rendue pour un championnat du monde. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné à 126 livres. Mais il a vu tout de suite que l'opportunité était vraiment bonne pour moi à 130. Puis il n'a pas hésité à faire les choses
pour que le combat aussi se fasse aux États-Unis. Il a vraiment très bien fait les choses. Je suis très contente. Caro, j'ai levé ma main. Avez-vous vu? J'ai levé ma main pour poser une question. Puis t'es gelé, mais c'est pas Ouais, grave. Caro, qu'est-ce qui est. Moi, Caro, là, j'ai tout analysé ta carrière. Ouais. OK. Caro, j'ai analysé toute ta carrière professionnelle depuis en sachant qu'on allait te rencontrer cette semaine. Puis là, j'ai remarqué qu'en octobre ou novembre 2024, on dirait qu'il y a eu un interrupteur qui s'est mis à on entre la Caro, qui était la fille qui avait boxé en boxe olympique, puis on dirait des fois, les gens, ils t'accusaient genre de rester en mode boxe olympique, d'avoir comme de la misère à faire la transition pro. Puis à un moment donné, est-ce qu'on peut dire que tout a débloqué ou qu'est-ce qui est arrivé en octobre ou en novembre 2024 où là, tu es vraiment devenu en mode pro, tu as commencé à gagner des titres, à balayer des combats pour en arriver aujourd'hui à Delphine Person? Mais honnêtement, moi, en tournant pro, j'étais pas certaine de vraiment fitter puis avoir la bonne transition. Puis ça m'a vraiment pris du temps. C'était vraiment ça mon plus gros défi. Je savais que j'avais vraiment un style amateur ancré en moi puis qui fonctionnait. C'était ma force puis j'aimais l'utiliser. Puis c'est ça, en 2024, je me suis dit, il faut vraiment soit que je change quelque chose, soit ça avancera pas, puis ça m'amènera nulle part. Puis je le sentais, tu sais, je faisais des beaux combats, enfin, je gagnais mes combats, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Puis que quand je voyais les filles au top, je me disais, je suis pas prête pour ces filles-là encore. Donc, ce qui s'est passé, déjà, Las Vegas, ça m'a vraiment beaucoup aidé. De faire juste du sparring avec des filles pros, ça m'a obligée tout de suite à ralentir mon pace, à changer un peu mon style. Puis, je pense vraiment que fallait que je fitte avec quelqu'un, que je trouve la bonne personne. C'est vraiment par hasard que Sam et moi, on a commencé à travailler ensemble, puis ça a vraiment cliqué. C'est exactement la touche que j'avais besoin. Entre-temps, je suis retournée aussi avec mon ancien entraîneur Pierre-Marie qui me connaît depuis une dizaine d'années. Donc, il savait exactement qu'est-ce qui fonctionnait avec moi. Puis, en étant à Las Vegas, je me disais, ça ressemble beaucoup aux entraînements de Pierre-Marie. Ça manque beaucoup de m'entraîner avec lui. C'est vraiment bon ce qu'il me faisait faire au final. Puis, ça aussi, ça a tout changé parce que réellement, là, on a vraiment travaillé sur mes forces. Donc, un bon préparateur physique, le bon coach au bon moment, puis aussi essayer des choses. En allant à Vegas, tu t'es sorti de ta zone de confort. Ouais. Donc, c'est vraiment des décisions qui ont fait que tu as débloqué à un moment donné. C'est comme ça a tout été assimilé. Puis, c'était fou parce qu'à ce moment-là, en octobre, je me disais, après tout ce que je viens de vivre, je pensais vraiment à arrêter de boxer. Je me disais, ça n'a pas payé. J'ai fait autant de sacrifices, autant d'investissements pour que ça ait ce résultat-là. Puis on dirait, à ce moment-là, c'est comme un signe. Tout s'est placé pour que, genre, finalement, ça fonctionne finalement. Finalement, Katia rentre en contact avec Marc. Finalement, il y a peut-être un potentiel combat sur la carte de Salita. Ok, c'est vraiment un signe. Il faut que je continue. Puis je pense vraiment que c'est de ça que je suis fière, en fait. De devenir championne du monde, pour moi, c'est pas juste un titre, c'est genre l'aboutissement de toute une vie de sacrifice, de discipline, de résilience. Puis j'ai commencé la boxe très jeune, puis j'ai traversé beaucoup de moments difficiles, des doutes, des blessures, mais je me suis jamais détournée de mon objectif. Donc finalement, je me suis mise sur la bonne voie, puis me voilà aujourd'hui un championnat du monde la semaine prochaine. Donc, incroyable. Moi, j'applaudis ça parce que sincèrement, quand je disais un petit peu plus tôt, tu as pris des décisions qui étaient crunchy à certains moments. Les gens qui suivaient un peu ça comprenaient peut-être pas toujours où tu t'en allais, mais toi, dans le fond, tu avais un objectif, puis tu avais décidé que c'était par là qu'il fallait passer. Puis finalement, ça paye parce qu'on s'en va en championnat du monde. Je suis très chanceuse parce que je vais y être. J'accompagne Caroline et son équipe pour couvrir la Fight Week, Laurent. Et écoute, je suis vraiment chanceuse. On va aller faire le party dans la grande ville de Grand Rapids, Michigan.
Ouais, mais là, attends, pour Caroline, juste attendre le 11 pour faire le party, là, pour faire le party avant. Non, mais c'est ça. Le combat est un mardi soir, Laurent. Peux-tu croire? Il n'y a rien à faire le mardi soir. Tout le monde va pouvoir regarder Caro. Là. Ouais. À Ben moins non, que mais tu il n'y a regardes rien à ça. faire. Il y a rien à faire. C'est la journée de ma fête quand même. Non, mais toi, ça va te faire. C'est des gars, là, c'est tard, avec Omaine, là. Tu vas avoir le Eh, mais temps. moi, j'ai rêvé. Caro, sais-tu à quoi j'ai rêvé la nuit passée? J'ai rêvé là, que là, tu avais gagné. Là, Christian aussi, parce que tu es d'origine française. Christian Billy, lui aussi, a gagné la WBC cette semaine. Mais lui, il est encore plus chanceux que toi. Il n'a même pas eu besoin de se battre. Il l'a reçu par la poste, la ceinture. Mais là, imagine, mettons, la France gagne aussi la Coupe du Monde. Là, on pourrait faire un grand événement sur le plateau Mont-Royal, mettons au Barouf, avec Caroline Vert, Christian Billy, la Coupe du Monde. Puis là, là, il y aurait plus de champions français, mettons, au Québec qu'en France. Ce serait incroyable. J'ai tout pensé à ça. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, Caro? Tu vas le noter dans ton calepin ou comme plan, comme projet. Dernière Caro, question. est-ce que tu as la double? Est-ce que tu as la double citoyenneté encore? Oui, en fait, j'ai 3 citoyennetés. Enfin, maintenant, je suis canadienne, mais si je veux avoir le passeport français, c'est possible. Donc, oui. Okay. Non, mais Question pour toi. J'ai une question pour terminer. Tu es obligé de répondre, OK? Quelle va être la première chose que tu vas faire avec ta ceinture? Là? Tu la gagnes le mardi. A, prendre une bière. B, aller te coucher avec ta ceinture puis peut-être même faire un shooting photo avec. Ou C, faire le party dans les bars très animés de la superbe ville de Grand Rapids, Michigan. Je pense pas qu'il y aura grand-chose à faire. Tu sais, quand on veut faire le party, Caro, on peut trouver, là. Ouais, c'est vrai. Ça va me tenter complètement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Puis, je me dis, tu vas être là, papa, mais moi, je me verrais plus dormir avec ma ceinture. Oui, c'est ça. Le style Senissa Estrada qui avait qui avait couché avec toutes ses ceintures quand elle est devenue Undisputed. Non, mais il y avait ta bonne amie Léla aussi, quand elle avait gagné un titre. Je pense qu'elle amenait son titre au restaurant là, les semaines d'après. Alicia Baumgartner aussi faisait ça. Elle allait partout avec son titre la première fois. Elle traînait partout, comme où que les gens voulaient prendre une photo. Bref, Caro, on va suivre ça. Moi, je vais être très près de l'action, mais même Laurent, comme cadeau de fête, il veut une ceinture. Donc, tu as la responsabilité de la ramener à cette heure. Puis on prend une photo ensemble. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Achetez-moi pas de cadeau, mais le cadeau, c'est la ceinture. Donc, mardi soir sur The Zone, mardi le 10 sur The Zone, c'est Caro et le co-main event là-dessus, donc la demi-finale du gala. Ça se passe à Grand Rapids, Michigan et ça va être super. Je te souhaite la plus belle des Fight Week, mon ami. Merci énormément. Ça me fait plaisir. Je te laisse partir. Merci, Caro, puis, on est tous derrière toi, le Québec en entier. Très gentil, merci. Merci. Bye bye. Bye. Et nous voilà ensemble, Laurent. Ah, ben, Marie, ça m'a fait chaud dans mon cœur, genre, cette entrevue-là. Tu sais, Caro, une série de 3 belles victoires où elle balaye les adversaires qui sont des adversaires de qualité. Puis, c'est quelqu'un, tu sais, qui, à un moment précis dans sa carrière, puis je ne vais pas faire de polémique, là, juste qu'elle avait quitté le groupe Yvon Michel, mais tu sais, à l'époque, c'était un pari qu'elle faisait, mais ce n'était pas un pari contre Yvon Michel, c'était vraiment qu'elle pariait sur elle. Elle voulait aller aux États-Unis, elle voyait le potentiel de Dimitri Salita, puis on l'a vu aujourd'hui avec tout le monde qui signe. Elle a vraiment engagé sur elle et ça a fonctionné. C'était pas, comme tu dis, c'était pas contre Yvon Michel et c'était pas contre Daniel Bouchard non plus qu'elle quittait. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression, des fois, tu travailles avec un entraîneur, puis je vais donner l'exemple peut-être dans un autre sport d'une fille comme Serena Williams, qui a longtemps s'est entraînée avec son père, puis avec l'équipe de son père. Puis à un moment donné, elle était championne déjà, là, elle. Puis elle s'est dit, j'ai besoin d'apprendre d'autres choses.
Elle avait l'impression d'avoir fait le tour avec un entraîneur, puis est allée vers un autre entraîneur. Puis dans le monde de la boxe, on voit ça souvent, des gens qui changent d'entraîneur ou qui gardent leur entraîneur, mais qui en rajoutent un deuxième, puis un troisième. Beterbiev a plein d'entraîneurs dans son coin. Il travaille avec une panacée d'entraîneurs. Avec Scully, il y a Ross Ember qui est là, il y a Marc Ramsey, toute l'équipe autour de Marc, Sam, Luc Vincent. C'est incroyable comment il y a des gens dans son entourage. Donc, il ne faut pas... Caro, comme tu dis, elle a parié sur elle. Et là, elle s'en va en championnat du monde. Je trouve ça vraiment agréable de voir qu'une fille d'une fille d'ici, qui n'était pas nécessairement une grande vedette il y a quelque temps, est en train de faire son bout de chemin dans un monde qui est difficile. Le monde de la boxe, ce n'est pas un monde simple. Un jour, Marie-Ève, je vais être riche grâce à la boxe et je vais me payer une connexion Wi-Fi qui fait du sens. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Marie, t'aimes beaucoup ça, toi, en début d'année, mettre des bases. Et Oui. là, tu m'as dit, les bases, je veux parler des boxeuses canadiennes et leur année 2026. Oui. Là, moi, je t'en propose une. Je propose la première. Kim Clavel, on le sait, on la félicite. Elle va mettre bas, comme dirait mon grand-père. Elle va mettre bas, c'est pas une vache, là. Mon grand-père disait ça, je ne sais pas pourquoi. Mais non, mettre bas, là, oublie ça. Là. Non, il disait ça tout le temps, genre, mais ça n'a aucun sens. Mais... Donner la vie, on va dire ça de même. Pas, genre, je pensais que ça se disait. Non, genre. Mettre bas, moi, je mettrais, en tout cas. Mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, elle va donner la vie, c'est magnifique. Ça peut se dire, mais c'est pas super beau comme image. Ouais, donner la vie. Je voulais citer mon grand-père. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que j'ai lu le dernier texte de Yvon Michel et lui, il prétend que Kim pourrait accoucher, revenir à l'entraînement. Et lui, il voyait déjà la date de novembre comme premier. On verra, là, mais je voulais juste dire, mais je voulais surtout la féliciter et dire, c'est elle qui a le droit de commencer le sujet vu qu'elle est championne du monde. Kim, elle attend son petit bébé au mois de juin. OK? C'est un petit bébé ceinture. Kim disait publiquement que ça a été conçu, cet enfant-là, le soir de la ceinture. Donc, si on calcule 9 mois après, ça tombe à peu près fin juin. OK? L'IBF a une règle qui permet aux boxeuses enceintes de conserver leur titre pendant la grossesse et leur donne 9 mois ensuite pour faire la défense. Soit une défense mandatoire, soit une unification, peu importe, mais doit défendre son titre. Donc, pour Kim, ça l'amènerait avec le deadline quelque part en 2027, là, au maximum de son deadline. Maintenant, Yvon Michel, peut-être que lui, il voit novembre, mais on verra. Il faut que Kim accouche, premièrement. S'il y a une césarienne là-dessus, des fois, on ne peut pas revenir à l'entraînement tout de suite. Et des fois, ça peut être difficile aussi de gérer sa vie puis s'entraîner avec un petit bébé. Il peut avoir un postpartum. Donc, on n'est pas... Moi, je dis, elle a 9 mois pour défendre après le mois de juin. C'est comme ça que je le vois. Je ne mettrais pas trop d'attente pour le retour de Kim, mais oui, elle garde son titre. Puis oui, elle pourrait affronter Yokasta Vaillé ou faire une défense au retour. MVP va avoir des plans pour elle, c'est sûr. Ah ouais, c'est une belle histoire, ça. Et si on parle, mettons, est-ce que j'ai le droit de faire un pound for pound au Canada puis de descendre la liste? Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'ai des noms aussi. Donne tes noms, puis moi, je vais rajouter les miens. J'imagine que ton deuxième sujet, c'était Sarah Bailey, qu'on a appris qu'elle serait de retour aussi en début d'année. Oui, Sarah Bailey, j'aimerais beaucoup en 2026. Puis je lui ai dit personnellement, puis je l'ai dit à son entraîneur et conjoint aussi, j'aimerais beaucoup, quelque part en 2026, qu'elle puisse avoir le rematch contre Bermudez. Parce que on est tous conscients que Sarah, dans le combat contre Bermudez, elle a fait une erreur qui lui a coûté son combat, puis elle s'est fait knocker. C'est un accident de parcours, c'est une erreur qu'elle a faite. Il s'assume de ce côté-là. Mais si elle n'avait pas fait cette erreur-là, on aurait eu un très bon combat. Compétitif, le fun à voir. Puis moi, j'aimerais voir ce combat-là. Maintenant, est-ce que c'est les plans de Bermudez? Je ne pense pas. Parce que Bermudez, possédant tous les titres, sauf un, il y a peut-être une unification complète contre Lourdes Juarez qui serait la bienvenue dans cette catégorie-là. Donc, c'est probablement ça le plan number one. Mais c'est ça. Mais tu sais, je me dis tout le temps, OK,
On ne sait jamais en boxe. Des fois, les combats qu'on pense qu'ils vont arriver n'arrivent pas. Ça pourrait être une option intéressante. Sarah va faire son retour, puis elle va se repositionner, je suis sûre de ça. Il ne faut pas oublier que pour elle, c'est allé vite, hein, Laurent. Elle est devenue championne vite, elle a commencé tôt, puis elle n'avait pas tant d'expérience du ring pro que ça. Puis quand tu arrives au top après ça, ben, tu as la pression de rester au top puis d'affronter des bonnes boxeuses. C'est peut-être correct d'une manière qu'elle prenne un pas de recul puis qu'elle se rebâtisse tranquillement cette année pour arriver vraiment plus outillée puis plus solide, plus confiante dans des plus gros combats après. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais j'y souhaiterais un rematch contre Bermudez pareil parce que je trouve ça dommage que ça soit fini en un round knocké de même. C'est pas ce qu'on s'attendait de Sarah Bailey, puis elle vaut mieux que ça aussi comme boxeur. Je suis d'accord avec toi, sauf que quand on est knocké au premier round, si on veut obtenir une revanche, il va falloir aligner les victoires et se replacer pour ce type de combat. J'imagine que ton autre sujet qui était dans ta liste, c'est Tamara Thibault. Tam Thibault, là, il peut arriver plein d'affaires pour elle. Tu sais, Tam Thibault, il y a une troisième option qui vient de se rajouter pour Tam Thibault. La première option, on le sait, c'est Kay Scott, qui vient de gagner 2 titres chez Salita. Elle est signée chez Dimitri Salita, elle a le WBA et le WBC à 160. Tam est sa mandatoire. Deuxième option, c'est Desley Robinson, qui est une collègue de Tam chez MVP et qui a les 2 autres titres. Une collègue? Une collègue. Imagine, dans ma tête, une collègue, tu arrives au bureau le matin, tu as boîte à lunch. Mais tu n'es pas toujours obligé de les aimer, tes collègues. Non. De tout dans une business. Fait que ça, MVP, c'est la business. Puis, mettons, elle fait partie de la même écurie puis de la même catégorie de poids. On va dire ça comme ça. Ça pourrait être aussi une option. Tam est aussi mandatoire de Desley Robinson. Donc, des 2 bords, elle peut jouer, elle, Tam. Parce qu'elle est capable d'aller chercher ces combats-là. Mais il y a une troisième option, Laurent, qui s'est rajoutée dernièrement. Je ne sais pas si tu as vu passer que MVP a signé une fille qui s'appelle O'Shea Jones, qui est championne IBF à 154 livres. Les autres titres, c'est Michaela Mayer qui les possède. Mais il n'y a pas pour l'instant d'informations qui poussent vers un combat d'unification entre O'Shea Jones et Mayer qui sont amis. Je n'ai pas l'impression qu'à court terme, ça va se faire. Si jamais ça ne débloque pas à 160, là, qu'il faut attendre, mettons, pour avoir un combat. Parce que, mettons que Kay Scott choisit quelqu'un d'autre qui est Tam, puis que Desley, ils ont d'autres plans pour elle, ou qu'ils veulent aller faire une unification complète entre les 2 filles, ça pourrait arriver. Puis Tam, il faut qu'elle attende. Pourquoi pas descendre à 154 pour affronter O'Shea Jones? Es-tu capable, Tam, le faire? C'est probablement pas simple, mais c'est peut-être possible. Mais tu crois que O'Shea Jones, elle va vouloir? Ben, moi, je pense qu'elle n'aura pas grand choix. Parce que O'Shea Jones, à part affronter sa mandatoire, elle n'a pas d'option pour unifier. Fait que, tu sais, MVP, eux autres, ils l'ont signé avec ils ont probablement des idées en arrière de la tête pour elle. Là. Ils veulent-tu la faire monter à 160 aussi dans le futur? Est-ce qu'ils veulent que Tam descende à 154? Il y a peut-être d'autres options pour. MVP n'a pas signé O'Shea Jones pour rien. Là. Il y a quelque chose en arrière de ça. Moi, je pense que ça pourrait être une option. Je ne dis pas que c'est l'option numéro 1, mais mettons que c'est long pour Tam, puis que le fameux combat qu'on pense tous qu'il va arriver en avril ou en mai n'arrive pas. Ben, moi, je m'enlignerais vers ça. Pourquoi pas? Tant qu'à attendre ton tour à 160, fais un petit passage à 154, puis après ça, remonte. Il n'y a rien qui t'empêche de te battre à 160 pour le reste, mais tu sais, mettons gagner un titre à 160, à 154, là. Tu peux le vacate après, là, si tu ne veux pas le garder. Là. Mais tu l'as gagné pareil. Mais bon, une fois que tu as gagné. C'est quand même 2 Olympiennes, des filles qui étaient dans les mêmes catégories. Dans les autres, si je fais le tour dans ma tête, j'imagine que tu veux. Léla, on en a parlé beaucoup. Là, on peut en parler un peu pareil. Là. On peut y aller faire un rapide tour. Et là, toi, tu vois ça quoi? Comment? Parce qu'à 130, 135, 140, c'est les 3 catégories où elle pourrait potentiellement se battre. C'est pas mal stack. C'est difficile. Moi, je m'attends, je vais te le dire, là, je m'attends à ce que Eye of the Tiger, Camille est un homme qui tient beaucoup à faire des galas qui sont il fait des galas au casino, mais il aime ça aller quand même au centre Vidéotron une fois par année. C'est comme important pour lui. J'imagine qu'on a vu dans le communiqué de presse qu'il allait avoir une annonce pour Christian Mbili.
Christian Mbili boxe à Québec ces derniers temps. Il a comme élu domicile au centre Vidéotron quand il se bat au Québec. J'ai comme une impression l'impression que j'ai, c'est que Christian Mbili va faire une défense optionnelle contre un adversaire plus loin dans la liste, peut-être moins flashy, là, puis qu'on va viser un 3500 à 5000 billets et que Léla va être encore une fois comme en demi-finale ou peut-être en quart de finale avec un week-end et qu'on va pacter la carte de locaux de gens de Québec. Puis là, c'est là qu'on va apprendre que Léla est de retour dans un combat qui va être un combat de retour après la défaite, mais contre une relative bonne adversaire. Puis là, qu'on va juste repartir la machine. C'est Moi, ça je pense que Léla va probablement reprendre un combat à 130 livres pour se remettre dans sa catégorie. Mais peut-être, ouais, c'est ça, autour d'avril-mai, dans ces eaux-là, dans le prochain gala d'Eye of the Tiger au centre Vidéotron. Ça ferait du sens avec Wilkins aussi, comme tu dis. Puis, je crois qu'après ça, toutes les options vont être ouvertes à 135 et 140. Parce que, comme je disais, à 140, ça bouge quand même, mais Katie Taylor monopolise des titres qu'elle n'a pas laissé aller, même si on ne sait pas si elle va se rebattre. À 135, il y a un Road to Undisputed qui va arriver. Là. Tu sais, Caroline Dubois, Terry Harper, ça devrait s'affronter au printemps. Stephanie Hahn vient de battre Holly Holmes. Il y a Elif Nour-Touran qui est dans le mix. Fait que je pense qu'ici, c'est difficile pour Léla, à moins qu'elle soit capable d'aller chercher une défense optionnelle de Stephanie Hahn ou d'Elif Nour-Touran. C'est difficile pour elle de rentrer dans les hautes sphères du 135 présentement. Les filles veulent toutes s'affronter entre elles. Donc, on va voir s'il y a de la place pour Léla là. 140 livres, elle peut faire ça facilement. Mais je pense que peut-être à 140 livres, ça risque de bouger un petit peu plus parce qu'à Taylor, même si elle garde les titres, se positionner haut, ça peut être payant dans une division. Parce que quand les titres sont vacants après, tu peux avoir un shot. Tu sais, de là à dire je vais aller me battre contre la championne, c'est plus difficile présentement parce qu'à Taylor, je ne pense pas qu'elle va se rebattre à court terme. Puis à 135, ben, comme je disais, à moins d'aller chercher une défense optionnelle de 2 des filles qui sont championnes, ça va être plus difficile. Donc, tu as raison. Elle doit se repositionner, faire un combat de retour qu'elle va gagner. Et tout le temps raison. Après ça, Laurent, je pense que pour Léla, tout est ouvert dans 3 divisions. Tout est possible. Il va falloir qu'elle soit opportuniste pour essayer de se placer là où ça va être payant pour elle. Marie, pendant qu'on fait notre grand tour de roue, là, je te lance une histoire. Il y a quelqu'un que je veux te parler. Oui. Je suis pas mal sûr qu'elle était sur ta liste. Elle est très bonne et souvent, ce que j'aime, là, c'est quand nos coachs, avant de passer quelqu'un chez les pros, ils vont souvent vouloir la tester. Genre. Ils vont souvent l'amener soit dans un gros combat amateur en disant « Mais prouve-nous que tu peux passer pro » ou on va essayer de devenir sparring partner de quelqu'un, d'une légende, mettons, pour dire « Montre-nous ce que tu as. » Tu vas dans l'oreille de l'autre puis tu dis « Mais moi, je veux la passer pro, ma fille. » Tu veux me parler d'Alessia Mansueto? Montre-moi, tu dis « Teste-la, on veut rien, on veut voir. » En 2025, là, j'ai suivi un peu plus ses affaires. Elle s'est battue, je pense, au Chili, elle s'est battue en France, elle s'est battue au Kazakhstan. Elle a affronté un peu pas mal de monde. La gauchère Alessia, c'est ça, Alessia ou Alessio? Alessia Mansueto. OK, ring 83. Elle va passer coachée par Molatif. Oui, elle va passer chez les pros. Puis je veux t'entendre parce que, oui, elle est jeune, mais c'est un autre très beau potentiel. Ben, tu sais, elle est allée faire le camp d'entraînement de Katie Taylor, entre autres, pour le 3e combat de Serrano Taylor. C'est une fille qui était... Moi, là, je suis tout le temps contente quand on a de la relève qui passe pro. Puis cette année, on va avoir au moins 2 boxeuses qui vont passer pro. Alessia, entre autres, gauchère, robuste. Est entourée d'une grande équipe, c'est une fraternité, l'équipe à Molatif, donc elle a du bon sparring, c'est vraiment, elle a une équipe autour d'elle, puis surtout, elle a commencé à se faire des contacts, justement, en allant se parer avec du monde, en allant voyager un peu, donc tranquillement, mais sûrement, elle va rentrer sur des cartes, là, je pense que c'est début pro, c'est sur la prochaine carte de groupe Yvon Michel, si je ne me trompe pas, ça va être super intéressant à suivre. On va découvrir. Moi, je l'ai déjà vu boxer amateur. Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle était
sur une carte de Kim Clavel à Place Belle, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans en arrière. Puis c'est ça, des gauchers, des gauchères, robustes, costaudes, qui ont de la frappe, qui ont quand même du punch. C'est le fun d'avoir ça. Parce que on a souvent, on va voir passer pro des boxeuses techniques après les Olympiques. Là, on a une fille qui n'attend pas de faire un cycle olympique. Elle y va all-in tout de suite. Puis, elle vient d'une école de boxeurs pro aussi. Comme je disais, l'équipe en Mont-Latif avec Masloum. Oui, mais elle a fait... il me semble que j'avais vu des images où elle faisait un camp d'entraînement à Boston aussi. C'est quelqu'un, en tout cas, elle s'est promenée beaucoup. Mo semble avoir tous ces contacts-là pour aller faire des camps d'entraînement un peu partout dans le monde. Et c'est jeune, 20 ans, mais pourquoi pas, si elle est rendue là? Si elle ne veut pas faire de cycle olympique, si ça ne l'intéresse pas d'être sur l'équipe canadienne, c'est mieux pour elle de passer pro parce que sinon, elle va toujours affronter les mêmes adversaires au Québec. Il n'y a pas un si grand bassin. Donc, en passant pro ici, tu vas te chercher des filles, des adversaires d'un peu partout, puis tu vois des nouvelles écoles de boxe. Quand on se bat tout le temps contre le même monde, on ne voit pas les styles de boxe, les écoles de boxe, boxer à la cubaine, boxer, la typique boxe européenne qu'on connaît, les boxeuses mexicaines avec leur style qui avance. Là, ça va lui permettre de voir plusieurs styles de boxe, d'améliorer ses skills. Puis aussi de faire son petit bout de chemin. Donc, c'est le fun pour Alessia. On sait que Céleste Baillargeon va passer pro aussi. Une autre fille à suivre. Tu la connais bien, Céleste, toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Céleste, là, c'est... Comment je te dirais ça? Elle n'a pas encore... Elle n'a jamais reculé dans un ring. Elle lance à 2 mains. Céleste, là, c'est... C'est le pro, Céleste. Moi, dans ma tête... C'est parce que c'est le courage en personne, tu sais, puis on a déjà parlé, là, puis ça m'a fait rire, parce que moi, Céleste, un moment donné, là, vous allez rire, là, le gaz était rendu trop cher, fait que Céleste, elle prenait la 67 Saint-Michel pour aller donner ses cours de boxe. Puis là, je la croisais, puis tu sais, elle m'a vraiment dit, moi, je veux passer pro, puis je pense... Comment qu'elle m'a dit ça? Elle dit, je ne sais pas si j'ai le potentiel pour être championne du monde, mais elle dit, ce que j'aimerais, c'est briser des fiches. Tu sais, comme qu'on m'envoie toutes des filles de 6-0, 7-0, 8-0, puis moi, je casse leurs fiches. Elle dit ça, elle veut exposer des gens qui sont overrated. Elle dit, c'est ça ma mission, genre, je veux casser des fiches. Puis là, ça m'avait fait rire, mais c'est une fille qui est colorée, genre. Autant par ses tatous que sa personnalité, mais qui est adorable aussi, qui a du vécu. Genre, Céleste, là, est incroyable. Moi, c'est ma préférée après Martine. Il faut arrêter de penser aussi que quand on passe pro, c'est tout le temps pour devenir champion du monde. Il y a des gens qui passent pro parce qu'ils veulent aller chercher des combats qui sont paritaires pour eux puis avoir des sous. Il y en a qui passent pro pour devenir champion du monde. Il y en a qui passent pro parce qu'ils sont dans une équipe puis tout le monde est pro là-dedans puis ça les intéresse aussi. Il y a plusieurs types de carrières chez les pros. Céleste fera bien la carrière qu'elle veut faire ou qu'elle est capable de faire. Moi, je suis juste contente de voir les passer pro. Elle a le style parfait pour... Je la vois, moi, c'est un style pro qu'elle a, Céleste. C'est le style qui avance. Elle n'a jamais reculé. Oui, c'est ça, le style qui avance. Elle, ça va faire des gros combats comme des Mexicaines. Là. Mais si on continue à faire la liste des gens qui passent pro, il y a Mireille Binzi aussi qui pourrait passer pro. Elle est représentée par la même gérante que Caroline, par Katia Banel. Mireille Binzi, qui est quand même solide. Je ne sais pas si cette année, son but, c'est de passer pro en 2026 ou de s'essayer pour un cycle olympique ou peu importe. On va voir. Mais c'est sûr qu'elle, c'est sur ma liste de filles que j'aimerais qu'elle passe pro le plus rapidement possible parce qu'elle a le potentiel. Dans les filles qui sont, c'est sûr que je vois, mettons, comme Marie-Pierre Roule puis Jessica Camara, si je les vois vraiment se replacer pour une dernière chance en championnat du monde aussi, les deux. Je sais que Camara, là, c'est encore un combat. On dirait que ça a été... je le vois plus, là. C'est difficile de savoir, mais Camara, là, elle pourrait facilement rentrer dans le mix à 135 livres avec MVP. Là, elle serait une belle fille à aller signer pour 2-3 combats chez MVP parce qu'elle a fait un bon combat contre Chantel Cameron, honnêtement, le combat qu'elle avait fait. Puis, je pense qu'elle pourrait faire la vie dure à certaines filles chez MVP. Je pense à Stephanie Hahn. Ça pourrait être un bon match de mettre Stephanie Hahn contre Jessica Camara pour une question
question de style. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a Holly Holm qu'elle pourrait affronter, qui est chez MVP. Il y a plein de filles à 135 signées chez eux. Même Terry Harper. Terry Harper va probablement affronter Caroline Dubois en avril. Mais juste après, il y en a une des deux qui n'aura plus de ceinture. Là. Ça pourrait être intéressant de faire un combat à l'interne contre une fille comme Jessica Camara. Tu sais, moi, j'aimerais ça, mais je ne sais pas si ça va se faire. Mais j'aimerais ça la voir être signée par un promoteur, Jessica, présentement. Pour qu'elle ait plus de stabilité, puis qu'elle ait aussi des combats avec des vrais camps d'entraînement, tu sais, qu'on lui donne d'avance ses adversaires, qu'on lui donne, comme n'importe qui d'autre, là, dans le fond, au lieu de prendre tout le temps le meilleur offre qui arrive à la dernière minute. Puis, tu sais, ça, j'aime moins ça pour un boxeur. Je trouve que c'est pas tout à fait juste. Mais c'est pas juste la boxe. Oui, mais tu dis ça, mais elle augmente toujours sa valeur à chaque combat. Là. Elle donne des guerres avec tout le monde. C'est ça. Puis elle est excitante à regarder boxer. Là, on ne se mentira pas. Là. C'est vraiment quelqu'un qui est excitant à regarder boxer. Jess, je suis bien willing. J'aimerais ça qu'elle continue. Je vais te montrer parce que je trouve ça drôle, mais ça, c'est vraiment Céleste Baillargeon. Elle a mis une photo comme de la vie de tous les jours sur son box rec, là. Même pas une photo dans le ring, ça me fait rire. Photo de la vie de tous les jours. Marie-Pierre Roule, on n'a pas le droit de le dire. Je sais, toi, t'aimes pas ça quand je fais ça. Et moi, je lance des affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Moi, je suis au courant de rien. Vas-y. Marie-Pierre Roule va finir par faire une finale à Montréal avec un des 4 promoteurs. On n'a pas le droit d'en dire plus. Marie-Pierre Roule a besoin d'un combat de retour pour se redonner confiance un peu, a besoin de se replacer parce que, comme je disais, elle est rendue à 147 livres, Marie-Pierre Roule, puis à 147 livres, encore là, c'est stack. Toutes les ceintures sont à Lauren Price puis Michaela Mayer. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Moi, je veux qu'elle fasse une dernière montée. Là. Elle frappe fort. Est intéressante en entrevue. C'est une fille qui est tout le temps de bonne humeur. Genre, c'est une bonne ambassadrice pour la boxe québécoise. On y va pour un dernier tour de roue. Vanessa Lepage-Joannis, juste pour te dire, à 168 livres, il y a plein d'options pour elle. Donc, tu sais, à 168 livres, il y a des bonnes boxeuses. Et te rappelles-tu que j'avais dit qu'elle allait se rendre à 168 livres, puis même elle disait, là, t'ambitionnes un peu. Elle disait, c'est trop dur, sa masse musculaire, puis tout. Son poids continue à descendre, genre, je te le dis, c'est une machine d'entraînement maintenant. Mais tu sais, elle peut faire 168, 175. Fait que, mettons qu'on regarde ces deux catégories-là. Mais présentement, tu as des filles comme Raquel Miller, Savannah Marshall, Shadasia Green, tu as Olivia Curry qui serait disponible, chez Kenny Ali, la nouvelle championne, il y a aussi une nouvelle championne qui s'appelle Sarah Shurich à 175 livres, qui a battu Desley Robinson. Tu as des filles comme Danielle Perkins, Fran Sean, si elle décide après son combat contre Clarissa de rester encore un peu. Des adversaires de qualité, il y en a pour Vanessa. Là. Il faut vraiment juste la rentrer, la matcher correctement. Il faut vraiment travailler les réseaux de contact autour d'elle pour qu'elle puisse obtenir ces opportunités-là, ces chances-là. Mais il y en a, là. Puis peut-être qu'elle va recevoir des appels aussi. Parce que comme il y a plein de bonnes boxeuses ou de meilleures boxeuses qu'avant, ben eux autres, ils cherchent des adversaires puis il n'y a pas de profondeur non plus. Fait que Vanessa, qui a déjà été championne du monde, est une belle option pour ces filles-là. C'est une option crédible. Moi, je pense qu'ici, en 2026, on va voir Vanessa encore au moins 2 à 3 fois. J'aimerais ça. Hein? Oui, 2 à 3 fois, à moins qu'elle décide de faire un petit bébé ou d'arrêter complètement la boxe. Là. Moi, je pense que... les enfants, ça nous ralentit. Moi, je pense que si son équipe fait les bons appels au bon moment, ils vont être capables d'aller chercher des combats contre les filles que je viens de nommer, que ce soit 168 ou 175. Il y a vraiment un momentum qui est nouveau, qui n'existait pas il y a 6 mois, je dirais. Il y a 6 mois, tu n'avais pas ce momentum-là. Tout d'un coup, il a le momentum. Parce qu'il y a des championnes qui ont été déplumées, comme Lani Daniels. Ça, j'aime ça, déplumées. Non, mais ils ont été déplumées. Lani Daniels a perdu contre Shields, puis elle a perdu contre Sarah Shurich, son autre titre qu'elle avait, qui n'était pas en jeu contre Shields. Donc, cette fille-là, elle cherche des opportunités. Ça pourrait être un match super pour Vanessa d'amener Lani Daniels, parce que c'est quand même une fille intéressante. Danielle Perkins, qui retourne sur une carte dans pas long, va chercher des adversaires à 175 livres aussi, etc., etc. Olivia Curry, qui vient de perdre contre Kay Scott, peut faire 168 livres.
C'est toutes ces filles-là qui sont intéressantes. Là. C'est des bons matchs à faire. C'est des filles qui ont fait du haut niveau, comme Vanessa. Marie, es-tu prête pour ta tournée de l'international? 2 mots seulement pour 2 filles. Amanda Galley, je veux juste mentionner qu'elle est encore sous contrat, m'a confirmé avec MVP pour au moins une bonne année complète encore. Donc, on devrait la revoir au moins. J'aurais aimé ça que tu gardes comme dernier sujet parce que j'avais préparé mon lien. Ah, ben écoute, oublie ce que je viens de dire, je ne l'ai pas dit. Alexa Kubicki, qui a fait 2 combats de championnat l'année prochaine, va essayer de se replacer cette année. Je sais qu'elle a un gros combat en mois de mai qui est en attente d'annonce. Je connais l'adversaire, mais comme je ne sais pas si les contrats sont signés, je vais m'abstenir, mais c'est un bon combat à prendre pour elle. Ça va être au Canada, puis elle va pouvoir, ça pourrait la replacer vraiment avantageusement. Elle va prendre un rythme, Alexa Kubicki, pour faire elle est plus pressée là, d'aller en championnat du monde tout de suite. Prendre un rythme pour aller chercher les outils qui lui manquent, faire son post-mortem comme il faut, puis se développer. Elle est jeune, elle aussi, hein. Début vingtaine, elle a le temps. Marie, avais-tu aussi une nouvelle sur Amanda Gill? Ben là, tu voulais... vas-y. Ben, je te dis, Amanda Gill, Amanda Galley, elle est re-signée chez MVP. Donc, ben, elle est pas re-signée, mais son contrat n'est pas terminé. Il reste au moins une bonne année complète chez MVP. Donc, autour de 3 à 4 combats pour elle chez MVP en théorie. Elle veut un rematch contre Nix qui n'arrivera pas, mais pas tout de suite du moins, mais des opportunités chez elle, il y en a plein. Là. À 118 livres, il y en a plein de signés, fait que c'est sûr qu'il va y avoir des bons combats. Là. Marie, le 29 janvier dernier, j'étais au travail en train de pitcher des boîtes et je me suis rendu compte que MVP a signé 6 nouvelles filles. Oui. Alors, je vais te nommer de mémoire, là, parce que j'ai pas noté. Je les ai toutes pas loin. Ciara Brown, O'Shea Jones, Leanne Cruz, Elise Soto, Miranda Reyes et la Brésilienne Julie Poca. Si je fais, mettons, un lien entre tout ça, on parle de beaucoup de talent. Ben, il y a quelque chose. Je vais t'amener à réfléchir sur quelque chose. Il y a 3 filles qui ont été signées là-dedans, Leanne Cruz, O'Shea Jones, Ciara Brown, qui sont toutes les 3 des filles qui étaient chez Overtime Boxing, des filles qui étaient des vedettes d'Overtime Boxing, des ticket sellers qui faisaient la finale, la demi-finale. Donc, ça me laisse penser qu'Overtime Boxing est en train peut-être de... T'es en train de crever. On peut le dire de même. T'es en train de crever. Comme ça. On n'a pas de confirmation de ça, mais tu sais, quand tu laisses partir carrément tes championnes du monde, les 2 seules championnes qu'ils ont, c'est O'Shea Jones et Ciara Brown, puis là, tout d'un coup, ils s'en vont tout one shot chez MVP. Ça me laisse, puis ils n'ont pas fait de show depuis le mois de septembre, puis il n'y a rien de prévu pour Overtime Boxing. Ça me fait penser que cette promotion-là est peut-être en train de mourir. Première chose. Julie Poca, la Brésilienne qui ont signé, c'est une star des réseaux sociaux. Non, mais c'est une boxeuse qui a fait ses premiers pas chez Misfit. C'est une boxeuse d'influence qu'on appelle. Là. Les fameux influenceurs qui boxent. Ben, elle vient de cette école-là. Donc, elle n'a aucun combat pro en dehors de Misfit Boxing. Et donc, c'est un gros coup de marketing de signer cette fille-là qui a des millions de followers puis qui est déjà connue dans les cercles de la boxe d'influence. Par contre, je ne sais pas c'est quoi sa vraie valeur comme boxeur, un boxeur de carrière. Là. Je ne sais pas quoi dire de ça. Il va falloir qu'on voit qu'est-ce qu'ils peuvent lui offrir. Elle va faire ses débuts à 140 livres, selon ce que j'en comprends. Et quand tu me parles de boxeur d'influence, ça me rappelle, puis là, je ne veux pas changer, je vais le dire, là. Je brasse ma tête parce que je pense à Sergio Ramos là, qui va affronter Andrew Tate. Ben, le grand défenseur. Tu sais. Ouais. Tu comprends? Fait tu sais, il y a un gros hype autour de Julie Poca, mais c'est un hype qui est basé sur la mentalité misfit, la mentalité... C'est correct, ça, je veux dire, ton nombre d'abonnés sur Instagram en 2026, ça peut être un facteur d'influence dans une signature. Marie, est-ce que je peux te lancer? Moi, j'avais des sujets préparés dans ma tête que je vais te lancer, puis après ça, tu sais, si tu avais sur ta liste comme Bifflé, puis là, après ça, il ne me reste pas grand sujet. J'ai un deuxième sujet que je voulais parler. Je te laisse aller. Il y a les 6. Puis je voulais te parler de, ça m'a surpris ça, Stéphanie Aquino qu'on a connue contre Marie-Pierre Houle, va affronter Lauren Price avec, tu sais, nomme-les les ceintures, là, WBA, WBC, IBF, IBO.
Ring Magazine qui commence à être de plus en plus important. Tout ça sera en jeu le 4 avril prochain. J'imagine que pour toi, c'est comme un super fight, ça? Ben, c'est un bon fight à prendre. Il faut comprendre que quand notre amie Stéphanie Aquino a battu Marie-Pierre Roule, elle a gagné le titre WBA intérimaire. Donc, elle est devenue la championne intérimaire WBA. C'est Lauren Price, la championne régulière. C'est un combat qui est intéressant pour Lauren Price. Lauren Price est inactive depuis longtemps. Elle n'a presque pas boxé l'année passée. Puis avant de prendre Mikaela Mayer, elle avait besoin d'un combat de retour. Puis elle a choisi cette fille tough-là comme combat de retour. Moi, j'applaudis ça parce que ce n'est pas un combat de retour qui est facile. Stéphanie Pinheiro Aquino s'est beaucoup améliorée comme boxeuse dans les dernières années. Elle a fait son cycle olympique. Elle n'était pas l'aspirante obligatoire. Tu n'es pas comme obligée de la prendre, toi? Je pense pas que c'est un combat qui est ordonné. Je pense que c'est un combat qui est pris en défense optionnelle pour le moment. Ça aurait pu être Mikaela Mayer aussi en full unification, hein, mais je pense qu'ici, Lauren Price veut se donner une marge de manœuvre. Lauren Price a déjà dit qu'elle voulait Mikaela Mayer cette année et Mayer veut aussi Lauren Price. Donc, je présume qu'après ce combat-là, si Lauren Price est toujours championne, ça va être Mikaela Mayer la next pour Undisputed. Là. Pour les gens qui étudient, les communications, là, je vais vous montrer un de mes vieux trucs. Là, je viens de vous parler de Lawrence Price contre Stéphanie Aquino. Là, le truc, c'est que tu fais un lien pour continuer l'émission. OK? Ça, c'est notre émission, Marie. Donc, ça m'amène à parler de Carlos Ramos Zamora, qu'on a vu souvent au Québec. Elle va affronter Sandy Ryan, qui est l'autre fille qui a affronté Marie-Pierre Roule. C'est quoi ça? C'est un combat pour rester actif, mais c'est juste ça m'a fait sursauter parce que c'est un combat pour rester actif. C'est deux filles qu'on connaît au Québec. C'est pas un combat pour rester actif, c'est un combat ordonné parce que Carla Ramos Zamora est rendue au top de la division des 140 livres et c'est Sandy Ryan qui devait affronter Chantelle Cameron, combat ordonné par la WBC. Cameron a décidé de vaquer le titre et de laisser le titre vacant. Donc, Sandy Ryan affronte Carla Ramos Zamora. C'est une fille classée. C'est une fille améliorée. Ah, OK. Ça va être un combat super intéressant à prendre parce que même si Zamora n'est pas parfaite, elle donne un show. C'est une fille, une cogneuse qui rentre par en avant puis qui veut brasser l'autre. Puis Sandy Ryan est capable de brawler aussi, tu sais. Fait que ça devrait être un combat ça va être un combat dans la cabine de téléphone quand même, je pense, en partie. Là. Peut-être pas complet parce que Ryan va peut-être prendre ses distances, mais Carla Ramos Zamora va essayer d'amener Ryan dans la cabine, ça c'est sûr. Puis, c'est un combat pour le titre WBC vacant des super légers. Je suis bien excitée de ça. Ça va être un beau combat à prendre. J'aurais préféré voir Ryan contre Cameron, mais pour une raison. Ils vont tout le temps donner comme raison que c'est le 3 minutes. OK? Le fait que WBC ne veut pas faire du 3 minutes, ne veut pas laisser faire le 3 minutes qui vacate les titres. Mais Chantelle Cameron, honnêtement, elle se ramasse devant rien présentement parce qu'il n'y a aucun autre titre disponible dans sa catégorie. C'est quand même incroyable. Zamora, elle a 10 victoires, 12 défaites. OK? Mais ça n'a pas rapport, c'est pas pour ça que je dis ça, mais elle s'est battue 6 fois au Canada. Là. Oui. Puis elle a fait des bons combats, il faut arrêter. Il y a le combat contre Jordan Dobie, si je ne me trompe pas, là. Elle s'est fait voler là-dessus, là. Il y a des choses. Elle a déjà battu Jessica Camara par knockout. J'étais là sur place. Mais c'était pas contre. Je pense que là, c'est rare, là, mais je pense que tu t'es trompé. C'est contre Vanessa Bradford qu'elle s'était fait voler. Non, pas ce combat-là. Je parle de l'autre. Ah oui? Oui, Dobie. OK, mais là, je pense qu'elle n'a jamais affronté Jordan Dobie. C'est d'abord. Vanessa Bradford en début de carrière. Non, c'est pas celui que je parle. Je parle de l'année passée. Es-tu certaine de ça? Elle n'a jamais affronté Dobie? T'es mêlée, là. Ben d'abord, elle s'est fait voler au Canada il n'y a pas longtemps. Non, elle avait affronté. Mais là, on va refaire non, c'est pas Jordan Dobie. C'est contre Marie-Pierre Roule qu'elle avait fait un combat. Il y a lui. Mais il y a elle a battu Bonnie Hunter. Bonnie Hunter, c'est ça, exact. Mais elle a gagné contre Bonnie Hunter. C'est juste que c'était comme large, puis c'était moins large. Mais contre Vanessa Bradford, elle avait fait, je me rappelle que c'était toute une guerre. Ça m'avait fait rire parce qu'à l'époque, à Edmonton, ils faisaient des combats de 5 rondes. C'est pour ça que je m'en rappelle.
c'est qu'elle avait perdu 48-47. Et pour éviter les combats nuls, la commission là-bas à Edmonton faisait des combats de 5 rondes. Comme ça, tu n'avais pas le 2-2 ou le 3-3. Alors, Marie, après que je t'aie dérangé avec toutes mes questions, j'ai quelques sujets. Non, mais j'ai quelques sujets en rafale. Mizuki Hiruta, qui a gagné, c'était cute, le titre de boxeuse de l'année 2025 de Ring Magazine en fin de semaine. Je vais encore t'interrompre, mais j'ai remarqué que le Japon était comme en feu cette semaine. Elle a gagné. Ouais. Puis je pense qu'il y a 2 filles qui s'en vont à la fin aussi du Japon. Là. Il y a C'est grosse semaine. Mais les Japonaises sont bonnes, c'est juste qu'on ne les voit pas souvent boxer ici parce que ça coûte cher de les amener. Ça coûte très cher de les amener. Donc, souvent, ça arrive enfin. Mais Mizuki Hiruta, elle s'entraîne en Californie avec Manny Robles. Elle est signée chez Tom Loeffler. C'est pour ça qu'on la voit plus souvent boxer. Elle a boxé 4 fois l'année passée, donc contre sa mandatoire. Elle a gagné la première ceinture Ring Magazine de sa catégorie, les 115 livres. Elle est vraiment, vraiment intéressante. Elle a un style complètement fou. Je l'ai trouvée adorable au micro avec son anglais cassé, puis son espagnol appris au gym. On avait déjà parlé de Mizuki Hiruta ensemble dans le podcast. On s'était dit que c'était une fille à suivre. Il faut continuer de la suivre parce que je pense que 2026, il y a peut-être des opportunités d'unification pour elle. Pour nos gens à la maison, elle a gagné devant Clarissa Shields, Gabrielle Fondora, Alicia Baumgartner, qui étaient ce qu'on appelle les runner-up. Marie, moi j'ai envie de te parler de quelque chose, mais je sais que c'est dans tes sujets. Est-ce que ta préférée a eu un combat difficile, là? Elif Nur-Turan? C'était pas élégant. On a vu Taila Gensen, elle a fait un combat, ça c'était hier, le 31 janvier. Ouais. On s'attendait à un knockout rapide, mais Gensen a été plus intelligente que beaucoup de boxeuses et n'est pas entrée dans le jeu d'Elif Nur-Turan. Elif Nur-Turan, il faut comprendre que c'est une boxeuse, vraiment, c'est un peu à la Wilder, elle a juste un plan de match. C'est quelqu'un qui va pour knocker, c'est quelqu'un qui a une certaine manière de faire. Elle a 4 gros avantages en tant que boxeuse. Le premier, c'est sa grosse main droite qui est un peu tout croche, mais qui est lourde. Elle a un bon crochet de gauche. Elle est rapide pour t'arriver d'en face. Puis, surtout, elle a un bon menton. C'est ces 4 avantages à Elif Nur-Turan. Mais hier, Gensen a été prudente. Elle a laissé son ego de côté. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui se font avoir par une fille comme Turan parce qu'ils ont un trop gros ego. Ils veulent se tester. Ils veulent tester leur menton tôt pour voir, cette fille-là, elle ne doit pas frapper si fort que ça. Ça, c'est l'ego qui parle, parce qu'on le sait que cette fille-là frappe fort. Donc, si tu veux gagner contre Elif Nur-Turan, il faut toucher sans se faire toucher. C'est les bases de la boxe. C'est vraiment pas obligé d'aller vérifier, là. Tu n'es pas obligé d'aller mettre ton menton en avant pour vous tester. Pourquoi tu ferais ça si tu sais que c'est une grosse cogneuse? Mais les gens, surtout chez les femmes, ont toujours tendance à dire que des femmes, ça ne frappe pas si fort que ça. Bref, elle frappe fort. Donc, pourquoi aller mettre ta face devant son poing tôt au premier ou au deuxième round pour voir si c'est vrai? C'est ça qui est arrivé avec Béatrice Ferreira. Elle est allée tester son menton tôt, puis elle a payé parce qu'elle n'a jamais récupéré de son premier knockdown. T'sais? Donc, Gensen, hier, a bien fait. C'était pas suffisant pour gagner contre Turan, mais Turan va repartir avec des devoirs. Parce que là, elle a vu, elle a exposé Gensen un peu que Turan n'a pas tant de profondeur dans sa boxe technique que ça. Elle n'a pas du tout, en fait. C'est vraiment une cogneuse qui va traquer sa proie. Ça allait allumer des filles comme Alicia Baumgartner, ses réseaux sociaux, qui est déjà rendue dans une chasse à Elif Nur-Turan en disant « Elle n'est pas bonne, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. » Amenez-la. Moi, j'aimerais ça, voir Turan contre Baumgartner. Regardez, si Alicia veut affronter Turan, je serais très contente de voir Alicia affronter Turan à 135 livres. C'est rien que ça qu'on attend. Fait que, tu sais, parler sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais faites-les le combat. Parce que je sais que Turan, elle, ça ne la dérange pas d'affronter Alicia Baumgartner. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est un combat qui a eu lieu hier. Il y a eu plusieurs combats hier. Je veux te parler d'une autre fille qu'on a vue en début de mois qui a, comme elle, à l'inverse de Turan, a bien fait contre une grande boxeuse, Serena Tellez, qui a affronté Amanda Serrano. Si tu te rappelles bien, Tellez avait accepté à la dernière minute de remplacer Erika Cruz à peu près à 3 semaines d'avis, dans le temps des fêtes, dans le temps qu'on mange du pâté puis de la bûche. Elle s'est ramassée le 2 janvier ou le 3 janvier, je ne me rappelle plus, avant d'Amanda Serrano, à 126 livres. Donc non, elle n'a pas réussi à faire le poids.
c'est pas grave, ça m'a pas tant dérangé parce que j'ai trouvé qu'elle a montré qu'elle était vraiment solide comme boxeuse. Elle a surpris Amanda Serrano. Elle n'a pas battu Amanda Serrano, mais elle a assez bien fait avec aucun camp d'entraînement pour l'affronter. Aucun camp d'entraînement, pas de préparation, rien. Là. Elle a pris 3-4 rounds à Amanda Serrano, facile. Amanda Serrano elle-même était surprise. Le visage d'Amanda Serrano était beaucoup plus tuméfié que le sien. C'est une fille qui est signée chez MVP, selon ce que j'ai entendu dire. Donc, on devrait la revoir prochainement. Et c'est une fille qui, mettez le nom dans votre petit carnet de boxeuse à suivre. Terena Deyes, c'est une future star de la boxe féminine. Mais cette carte-là, là, à Porto Rico, il me semble qu'elle avait un petit côté historique. Il y avait beaucoup de combats féminins. Je ne sais pas si. Il y avait Holly Holm qui tentait un retour, puis on est allé au juge un coup de tête. Hey, Holly Holm, elle s'est fait dominer là, dans ce combat-là contre Stephanie Hann. Fait que oui, ils sont allés au juge à cause du coup de tête. Je pense que c'était au 7e round. Mais Stephanie Hann a amplement mérité sa victoire. Moi, je ne pense pas qu'on devrait avoir un rematch là-dessus. Il y a des rumeurs qu'il y aurait un rematch. Là. Ça intéresse personne, ce rematch-là, entre toi et moi, Laurent, à part non, comme Ebony Bridge aussi, la même carte qui a perdu. Oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, là, ici, là, Holly Holm et Ebony Bridges ont perdu sur cette carte-là. C'était comme les deux vedettes qu'on amenait pour le buzz. Oui, qu'on amenait pour le buzz, puis ça n'a pas fonctionné. Ebony Bridges, je pense que son retour après sa grossesse a été peut-être trop rapide. Ils ont peut-être pris pour acquis que l'adversaire n'était pas assez solide pour elle. Mais cette fille-là, l'adversaire, il faut prendre en considération qu'elle se bat en TCL aussi. Fait que sa petite fiche de boxe, là, quand tu te bats en TCL, tu es habitué de donner tout dans un round. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier l'expérience de la TCL. Souvent, en TCL, ils vont prendre des filles qu'on connaît moins, mais ces filles-là se développent énormément parce qu'elles boxent souvent. Ils vont boxer peut-être 8 fois en 6 mois. T'sais. Fait que ça fait 8 rounds en 6 mois, ce qui est déjà plus que quasiment toutes les boxeuses. C'est des rounds de 3 minutes. Donc, moi, je pense qu'ici, cette fille-là a surpris Ebony Bridges, mais elle n'a pas surpris tout le monde en boxe. Moi, il y a des gens qui m'écrivaient avant, là, des boxeurs, je pense que ça va être dur pour Ebony, parce qu'Alexis Monès, elle a amélioré sa boxe en 1 ou 2 ans. Puis c'est ça qu'on a vu. Pour ce qui est d'Holly Holmes, je pense qu'Holly Holmes est rendue trop lente pour la game. Moi, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement lente et que sa condition physique sur du 10 rounds sur du 3 minutes était pas. C'est pas quelque chose. 10 rounds fois 3 minutes, c'est difficile. Là. Ça a été difficile. J'ai trouvé ça. Elle est âgée. Je trouvais qu'elle était essoufflée. J'aimerais ça te parler d'une autre affaire. Écoute bien ça. Mikaela Mayer, je t'annonce que c'est la boxeuse la mieux positionnée de toutes les boxeuses pour 2026. Pour plusieurs raisons. Premièrement, elle pourrait affronter Lauren Price pour Undisputed. Deuxièmement, Laurent, elle pourrait aussi affronter O'Shea Jones pour Undisputed. Ou peut-être pas pour Undisputed, mais en unification à 154 livres. Mais il y a une troisième option qui vient de se rajouter. Puis ça, c'est mon option number one. C'est ma préférée. Bon, il y a Lauren Price, on sait qu'il faut que ça se fasse. Écoute bien ça. Depuis quelques jours, mettons une dizaine de jours, il y a une forme de nouveau beef qui est né sur les réseaux sociaux entre Mikaela Mayer et Claressa Shields. Parce que, je ne sais pas si c'est Mayer ou Shields qui en a parlé en premier, mais je pense que Mayer a dû mentionner qu'elle pourrait battre Claressa Shields à 160 livres. Et Claressa Shields n'a pas aimé ça. Puis elle a dit, et je cite, « Mikaela Mayer, si tu veux m'affronter à 160 livres, je suis prête à redescendre à 160 avant d'avoir une grossesse, avant de m'en aller 9 mois en grossesse. Oh, elle aussi avait un enfant. » Alors, Mikaela Mayer à 160 contre Claressa Shields, c'est plus qu'une possibilité, c'est quelque chose qui se parle présentement. Oui, mais là, attends, là, parce que moi, j'aimerais mettre un bémol. Là. Il y a quelque chose que je ne comprends plus dans ton histoire, OK? Mm-hmm. Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que moi, là, Ben Shalom, il m'a téléphoné. Puis il m'a dit, c'est réglé, Price contre Mayer. On est à ça de régler, OK? Au milieu du mois de janvier. Là, ça n'a pas marché. Il a trouvé une autre adversaire pour Price. Là, Mayer est rendu sur Shields. Coudon, c'était pas proche pour vrai de signer.
Moi, je pense pas que c'était proche de signer, première chose, parce que si ça avait été proche de signer, ça aurait été signé bien avant. On s'entend. Tu sais, Maillard a pris les combats contre Mary Spencer l'année passée parce que c'était bloqué chez Boxer. Mais Boxer était en renégociation d'un diffuseur. Et je ne sais pas si tu as remarqué, ils ont signé avec BBC et les combats maintenant sont sur DAZN aussi, ce qui est très intéressant pour nous. Donc, ça, c'est réglé le diffuseur. Donc, Boxer rouvre la machine. Lauren Price est inactive depuis un bout. Elle dit, je veux un combat, avant de prendre Maillard, je veux un combat de retour. Ils ont pris Stéphanie Pinheiro-Aquino comme combat de retour, vu que de toute façon, elle était la championne intérim WBA, donc ça faisait du sens. C'était un peu comme une défense. C'était pas une défense obligatoire, mais c'est presque une défense obligatoire d'une certaine manière. Qu'est-ce qui me fâche? Là, j'aimerais ça me fâcher, là, parce que dans le fond, là, si on suivait la logique, Michaela Maillard, elle affronte O'Shea Jones, puis c'est le bonheur, c'est un combat entre les deux Américaines, puis ça se vend tout seul. Ben oui, sauf que c'est plus compliqué que ça parce que c'est des amis. Est-ce que Maillard veut? Je pense que oui, Maillard est intéressé. Est-ce que O'Shea Jones veut? Est-ce que MVP veut? Parce qu'elle est rendue chez MVP. Non, mais tantôt, tu voulais nous la mettre contre Tam Thibault, aussi bien affronter sa compatriote. Moi, là, je suis d'accord avec toi. Okay. Mais ça semble pas être ça. Il n'y a pas de rumeur qui court pour O'Shea Jones puis Maillard. Juste la semaine passée encore, là, au WebC Award, là, il y avait les deux filles, une ensemble, une à côté de l'autre, en train de prendre des photos là, sur le tapis rouge, puis tout ça. Puis ça n'a pas l'air d'être des filles qui se prévoient faire un camp d'entraînement l'une contre l'autre. Est-ce que j'ai vu que Michaela Maillard est en camp d'entraînement pour aider Sandy Ryan? Je ne sais pas. Ouais. Elle est là-bas. Je ne peux pas te dire si c'est pour ça. Je ne m'embarquais pas là-dedans. Je n'ai aucune information en lien avec ça. Ce que je sais, c'est que Maillard contre Shields, il faut mettre ça dans le bocal des petites possibilités. Okay? Mets ça dans le bocal. Dans le bocal, dans le bucket. OK? Tu sais, si on veut des possibilités pour Maillard, dans le fond, elle pourrait aller à 147, à 154, puis à 160 cette année, puis ça serait tous des gros combats. Donc, je m'attends à ce que Maillard ne fasse que des gros combats cette année. Et moi, je crois à ce combat Shields contre Maillard. C'est le combat qu'on voudrait voir. C'est un combat qui pourrait faire une carte. On pourrait mettre ça comme carte principale avec une carte 100% féminine en dessous. Ça serait génial. J'adorerais ça. C'est un combat qui vendrait beaucoup. Tout le monde est intéressé. Les filles ont la même grandeur, à peu près 5 pieds 9. Maillard a de la marge pour faire 160 sans problème. Shields, c'est plus difficile pour elle de redescendre. Mais avec un 6 mois de vie, elle sera capable. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce combat-là arrive au printemps. Mais peut-être, si on est chanceux puis ça arrivait en octobre, novembre, je serais super, ça serait chouette. Là. Ce serait quelque chose de chouette. Moi, j'aimerais ça. Chouette. Parce qu'il faut penser à ces options-là, tu sais. Comme je te dis, dans le bucket des possibilités, moi, j'ai rajouté Tam Thibault contre O'Shea Jones à 154, mais là, je te rajoute Maillard contre Shield à 160. Ça, c'est ma wish list, OK? C'est ma wish list. Si d'autres combats n'arrivent pas, je ne veux pas que ces filles-là perdent leur temps à attendre. Je veux qu'ils fassent des combats payants et intéressants. Voici des combats payants et intéressants. Voilà. C'est vraiment ça. À part ça, on n'a pas encore de grosses annonces, sauf que MVP va faire une carte 100% féminine en Angleterre en avril. On sait déjà, même si ce n'est pas annoncé, que probablement que ça va être... il va y avoir Elise Cotney pour Undisputed dessus contre Mayeli Flores. Ce combat-là avait été reporté à cause de blessures. Il va y avoir aussi Caroline Dubois contre... Terry Harper en unification. On sait déjà aussi que Chantel Cameron et Elisabeth Oshoba vont être sur cette carte parce qu'elles sont en camp d'entraînement en conséquence. Et il y a une rumeur qui court aussi qu'une fille qui s'appelle Emma Dolan, que j'aime beaucoup, dont j'ai parlé sur ce podcast, qui était aussi dans mes filles à suivre, elle est la mandataire d'Irma Garcia chez les 115 livres à l'IBF. Ce combat-là serait rajouté sur la carte, même si elles ne sont pas chez MVP, parce qu'MVP va sûrement utiliser la licence d'un promoteur, que ce soit Top Tier ou GBM, peu importe, pour pouvoir faire un gala en Angleterre. C'est comme ça que ça marche. Donc, je présume qu'il va aussi avoir... ce combat-là, Irma Garcia contre Emma Dolan, est déjà sur le site de l'IBF avec la date, la fameuse date, la même date que le gala d'MVP. Donc, on prend pour acquis que, même si ça se peut je me trompe, mais j'ai pris pour acquis que ce combat-là allait être sur cette carte. Marie, tu te trompes jamais. Non, je me trompe des fois. Ça m'arrive.
La preuve, j'ai dit Jordan Dobie tantôt. Tu vois, je me suis trompée. Oh, mais c'est ta première erreur en 50 épisodes. C'est pas vrai. Pas beaucoup, ça, là. Tout ça pour dire que la prochaine fois qu'on va se parler, Laurent, Caroline Vert va être championne. Ouais, ça, c'est réglé, ça. Ça, c'est réglé. Tu vas avoir eu ton cadeau de fête. Puis la prochaine fois qu'on va se parler, on va sûrement avoir eu aussi Shields contre Crows Desert à fin février. Avec, je te dis, il y a 4 combats féminins sur cette carte-là. Puis il y a des gros adversaires. Fait qu'il va falloir surveiller. Je te dis, Laurent, de mettre sur ton petit calepin un combat particulier à surveiller sur cette carte qui va être entre Chanel Butler, qui est un prospect à 126 livres, et Daniela Ramos. Ça va être un gros combat à regarder parce que c'est un gros test pour Chanel Butler qui arrive devant Daniela Ramos, qui est une boxeuse vraiment accomplie, qui a affronté Serrano, etc., etc. Cette fille-là, Chanel Butler, devrait, si elle bosse, Ramos va se positionner vraiment dans le top des filles à surveiller à 126 livres. C'est vraiment elle est signée, elle, cette fille-là. Je pense que c'est dans le fond, Marc Tafette est son gérant. Donc, elle est en sous-carte. Puis, il va falloir regarder aussi Sammy Worthington. Sammy Worthington qui nous a donné des combats en haut et en bas. Affronte Matissé. Soledad Matissé. Une fille que Marie-Ève Dicker a déjà affrontée dans le passé puis qui a vu pas mal tout le monde, mais qui est une dure à cuire. Puis, c'est un gatekeeper aussi. Donc, on va voir la valeur de notre ami Sammy Worthington qui avait fait un combat serré contre Victoire Pitot l'année passée. Donc, c'est la suite, un peu. Elle est gérée par Clarissa Shields, carrément. Sammy Worthington, c'est une des filles de Clarissa Shields. Elle est gérée. C'est l'amie de Clarissa Shields. Ils sont en train d'entraînement ensemble, les deux filles. Et c'est ça. Donc, il y a quand même une belle carte à regarder en février. Puis, on va se reparler. Cette carte-là va être passée déjà. J'avais oublié de plugger ma commandite pour aujourd'hui, qui est l'Académie de boxe Frontenac. Ben oui, tu sors ton gear. Donc, ça ressemble pas mal à ça, les nouvelles. 2026, surveillez certaines catégories. Ça va beaucoup bouger dans le 118 livres, dans le 115 livres, dans le 160 livres, dans le 135 livres. C'est les 4 catégories. On revient à la fin du mois, inquiétez-vous pas. On va être là, puis on va toutes vous donner ces nouvelles-là. Suivez 120 secondes pour tout connaître sur la Fight Week de Caroline Vert parce que Marie-Ève Albert n'a pas peur de prendre une semaine en congé sans sol à son travail pour Franchement, j'ai pris des vacances. Je m'en vais en vacances faire 120 secondes dans la super ville de Grand Rapids, Michigan, où il va faire moins 15 probablement. Tu sais, moi, je ne vais pas dans le sud en vacances. Moi, je vais à Grand Rapids, Michigan, mais c'est pour une bonne cause parce qu'on veut être là pour Caroline. On va suivre cette Fight Week-là. Je vais poster beaucoup sur Instagram et sur la page Facebook de 120 secondes toute la semaine, des capsules avec Caroline. On va regarder un peu ce qui se passe en arrière, dans la partie cachée un peu des Fight Week. On va aller souper chez Clarissa Shields. Je pense pas, mais ça va être intéressant. Puis, on espère vraiment avoir cette ceinture-là. Fait que suivez ça, ça va être... N'oubliez pas de le regarder. Un mardi soir de zone. Le 10. On va vous rappeler tout ça. On va faire un reminder. Je te souhaite une belle fin de journée, Laurent, puis de la belle boxe. Je ne sais pas si toi, tu as une perruque aussi, comme notre ami Jarrell Miller. Non, toi, tu n'as pas pris de chance. Non, mais tu sais que Jarrell Miller, la rumeur, c'est qu'il y avait la perruque de Frenchon Crow-Dezun sur la tête. En tout cas, ça a fait le tour, ça a fait le buzz hier soir. Là. Puis, c'est ça. C'est pas la première fois. Les gens ont l'air de penser que c'est la première fois qu'il y a des histoires de perruques, mais c'est pas la première fois. Je pense que Big Baby va s'en remettre si ça fait partie du J'avais l'air de trouver ça bien drôle. Bref. Ouais, voilà. À la prochaine. À plus.